Salut à tous, il est 9h30, la bourse ouvre officiellement ses portes dans une demi-heure. Je suis devant l'entrée, pour l'instant c'est assez calme, mais bon, le monde va probablement arriver après. Voilà, tout le monde s'installe, c'est vraiment l'ambiance comme ça, c'est les derniers préparatifs. Et je dois dire que moi-même, hein, c'est un peu le cas, forcément. Et donc, c'est le moment aussi du dernier petit café avant que ça parte un peu plus sévèrement. Et puis écoutez, voilà, on est parti. Parfois, ça sent une journée intéressante. Voilà, à tous. Bonjour, est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Oui. Oui, vous venez chercher quoi aujourd'hui déjà à Reptile Expo? Géco à Crète. C'est vrai? Géco à Crète? C'est votre première fois ici ou vous êtes déjà venu? Non, on est déjà venu l'année dernière. Ok, d'accord. Et vous étiez reparti avec un truc ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Bon, habitué des reptiles du coup si je comprends bien. Super. Petite question discrète. Vous faites partie des premières rentrées là. Ouais. Quelle heure ce matin le réveil? 8h15. Pour une arrivée ici devant la salle à quelle heure? On est arrivé à 9h je crois. Oh, ça va, tranquille en fait. Ouais. Juste une heure d'attente, rien que ça. Bon allez, bonne bourse du coup. Hein. Merci. Je suis allé voir dehors, il y a plein de monde en fait qui est déjà en train d'attendre. Et ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer quelques images justement de la foule en fait qui est déjà là. Et puis on va essayer d'aller voir 2-3 petites personnes, voir un peu ce qu'ils attendent tout simplement. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Alors vous voyez, quand je vous disais en fait qu'il y avait du monde, tout simplement c'est de l'entrée jusqu'à l'autre bout du Pingalan là-bas, tout derrière. Et ça ne s'arrête pas en fait. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de monde. Salut, salut. J'arrive après. Hein. La région est vachement belle. Hein. Donc, vous avez vraiment beaucoup de monde qui est ici. Il y a des gens qui arrivent encore. Là. Je vais aller voir carrément les tout derniers arrivés. Bonjour. Vous attendez pour Reptile Expo? Est-ce que vous êtes venu voir quelque chose, justement, chercher un animal en particulier ici, ou juste par curiosité? Non, je viens chercher un animal. C'est quoi, sans indiscrétion? Un pogona. Pogona? De couleur rouge de préférence, s'il y en a. Ce sera votre premier reptile ou vous avez déjà une petite habitude? J'en ai l'habitude, j'en avais déjà dans le passé, et là je suis de nouveau passionnée, donc je continue. Ça marche, mais en tout cas, moi je vous souhaite bon courage, parce que regardez un peu. Il y a un petit peu de monde, voilà, mais tout le monde, ça va vite se passer, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Allez, bonne bourse, allez, merci. Bonne journée à vous. On va avancer un petit peu plus vers l'avant. On va prendre des gens au hasard. J'ai une dame, je vais prendre quelqu'un, un homme. Allez, au hasard. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Vous venez chercher quelque chose de particulier à Reptile Expo ou est-ce que vous venez juste visiter comme ça? Non, je viens chercher des écorces, des feuilles. Des décors? Ouais, du décor pour mes terras. Alors pour vos terras, ça veut dire que vous avez déjà des bestioles. Qu'est-ce que c'est sans indiscrétion? Alors j'ai un Anolis porcus, une Ceratophrys, 3 geckos à crête, un gecko léopard et des crabes. Ok, donc en gros il est temps de gâter un petit peu tout ce monde là si je comprends bien. Voilà, je refais justement le terrarium de l'Anolis, je lui ai pris plus grand, il était dans un 60, 45, 90 et là je vais le passer dans un 90, 45, soit 90 et donc il faut que je fasse un beau terrain. Donc voilà, ma femme elle fait, je suis parti, je suis pas rentré avant ce soir 20h. Ouais, j'espère qu'elle a pas confisqué la carte bleue hein, parce que... Non, c'est bon. Bon, tout va bien alors, on est parfait. Bon, il y a un petit peu d'attente, hein, mais ça va le faire, ça va vite se passer. Ok, bonne journée. Allez, bonne journée. Allez, je continue. Vous voyez un peu très bonne humeur, il y a beaucoup de monde, ça y est, ça commence à rentrer. Je vois les premiers mouvements des gens. Voilà, regardez-moi ça. Ça va être assez efficace. Il y a aussi les plus jeunes qui viennent à Reptile Expo, regardez-moi ça. Là, je pense qu'on a un des plus jeunes visiteurs de cette année.
Vous avez vu? Lui, c'est futur Terrario, je vous le garantis. C'est gratuit pour lui, hein, aujourd'hui. Hein. C'est pas la bonne nouvelle, ça sans déconner? Allez, regardez un petit peu le monde qu'il y a encore une fois. Voilà, alors bon, on n'a pas encore les chiffres évidemment de l'édition, mais il est évident que ça devrait pas trop mal se passer, en tout cas on n'a pas de moins. On a eu quelqu'un, on a eu une dame, on a eu un monsieur, je vais essayer de prendre la jeune génération. Bonjour. Est-ce que tu acceptes de répondre à une question ou deux? Bah oui. Bon, bah ça marche, si maman est d'accord. Est-ce que tu viens chercher quelque chose de particulier? Est-ce que tu viens découvrir les reptiles? Comment ça se passe? Je viens surtout pour chercher l'éclairage d'un terrarium. Ok, donc ça veut dire que les reptiles tu connais déjà. Reptiles, donc du coup qu'est-ce que tu as sans indiscrétion? À la maison j'ai un gecko léopard. Et là on va bientôt avoir un furcifer parialis. Ok, caméléon, c'est sympa, très bien, très bien. Plein de couleurs qui arrivent du coup si je comprends bien. Et du coup c'est ta première fois à Reptile Expo? Première fois? Oui. Tu vas voir, c'est sympa, il y a plein de monde dedans, il y a plein de trucs sympas qui t'attendent. Ok? Je te souhaite une bonne journée, il n'y a pas trop de temps d'attente ici, ça devrait le faire. Je pense que d'ici 10 minutes, 10 bonnes minutes, vous êtes rentrés. Voilà! Allez, on est en plein milieu de l'après-midi ici à Reptile Expo. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo du tout la matinée. J'ai été pris par du coup des gens qui s'intéressaient au stand quasiment tout le temps. J'ai pas vu le temps passer, là vous voyez on est en milieu d'après-midi et je me prends juste un petit break pour pouvoir vous faire la vidéo. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions intéressantes, beaucoup de gens très intéressants et puis du coup de gens qui ont décidé de commencer l'aventure dans les tableaux, donc forcément ça me fait plaisir. Et puis écoutez, les choses ici avancent bien, je vais essayer de vous faire malgré tout 2-3 petits plans, mais ce sera sans doute plus facile à faire tout ça demain. Voilà. Donc on sera peut-être un peu plus au calme. Donc voilà. Mais en tout cas, succès pour l'instant je pense de cette édition de Reptile Expo. Et beaucoup de gens, voilà, très bon état d'esprit, très bon enfant et vraiment une bonne expérience. Bon, j'ai pas été très actif dans le fait de filmer aujourd'hui, j'ai été occupé toute la journée, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense d'être exposant, d'être tout le temps à répondre à des questions, à donner des informations à des gens, à vendre des serpents aussi bien sûr, et puis de la vitamine B en ce qui me concerne. La journée de demain sera forcément plus libre pour moi parce que j'ai eu la chance de tout vendre aujourd'hui, ce qui fait que ça va me libérer véritablement pour demain. Là ce soir j'ai mes deux dernières petites Thamnophis Scaliger qui attendent leur le départ, qui ont déjà trouvé preneur mais qui attendent justement que les gens viennent les chercher. Et un petit flacon de B1. Et demain du coup je serai beaucoup plus disponible pour filmer un peu tous les stands et vous montrer quelques-unes des belles choses qu'on avait à Reptile Expo et également interroger quelques personnes. Voilà. On fera tout ça demain. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense pour être franc avec vous. Donc voilà, grosse surprise. Mais la vie d'exposant dans une bourse la première journée, je peux vous dire que c'est pas de la rigolade. Voilà. Allez, on se retrouve demain du coup. Ciao à tous. Je suis vanné en fait en vrai. Bisous bisous. De retour, on est dimanche matin, la dernière journée de Reptile Expo. C'est plus cool normalement le dimanche, sauf pour moi parce que bien sûr, aujourd'hui je vais essayer de vous faire un peu plus de contenu qu'hier, puis qu'en fait hier, le stand a eu un peu de succès et donc du coup il se trouve que j'ai été occupé vraiment toute la journée et que pour vous tourner des vidéos ça a été extrêmement compliqué. Donc voilà, j'ai quelques petits contenus comme vous avez pu constater mais vraiment pas grand chose. Aujourd'hui on va se concentrer sur aller interroger beaucoup de gens, ça va aller des exposants bien sûr jusqu'aux membres de l'ATSO et également des visiteurs. Voilà, on va essayer de voir un petit peu, qu'on va prendre un peu le pouls de cette édition de Reptile Expo. Et il paraît attention que ce soir c'est gros rush au moment du rangement.
Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça et voilà. Allez, on est parti. Déjà, on va aller prendre un petit café, ça va faire du bien. Je suis avec Rémi. Rémi, t'es le premier stand que je viens officiellement visiter sur cette bourse. Ok. Je vais expliquer pourquoi. On est chez Jurassic Knack. C'est ça. Tu es basé où déjà? Alors je suis basé dans le nord de la France, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. T'as fait de la route? J'ai fait de la 7 heures de route, ouais. Ok. Mais on a l'habitude. Hein, on est sur toutes les expos en France. Donc voilà, on a l'habitude de rouler. Ok. Donc tu as pris 3 animaux. Bah oui, alors le premier, ça ne surprendra pas les gens qui me connaissent, j'ai pris un python Rhésus. Pourquoi le Rhésus? Parce que ça a été le premier serpent que j'ai élevé, un des premiers que j'ai reproduit également. Et on va dire que c'est vraiment ce serpent-là qui a fait que Jurassic Knack est né en fait. Ouais. Alors là c'est un combo, un triple combo avec du pied-bol. Donc c'est une mutation qui laisse rarement indifférente parce que c'est marqué de blanc. Pied-bol, Pistrip, Enchi. Donc là on est sur un spécimen qui est quasiment patternless, donc il n'y a quasiment pas de motif. Et voilà, c'est vraiment un petit Rhésus qui me plaît. Ouais. T'en produis combien à peu près à l'année toi? Il y en a combien qui naissent chez toi? Alors aujourd'hui j'en ai à peu près en naissance, je suis aux alentours de 150. Ok. Mais j'ai aussi des éleveurs partenaires en fait. D'accord. Tout ne vient pas de chez moi. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que plutôt sympa, faut avouer ce qu'il est. Voilà. Donc ça c'est le premier qui est là, donc pour l'instant il est encore à la vente ici. Il est à la vente, ouais. Ok, Tout cool, à fait. cool. Ouais. T'as un site internet d'ailleurs, on peut te J'ai retrouver un site internet, donc jurassicknack.fr. Si vous intéresse et qu'il n'est pas vendu à la fin de la bourse, vous pouvez toujours y aller. Vous pouvez le trouver sur le site, ouais. Tu nous as pas pris que du Rhésus? J'ai pas pris que du Rhésus parce qu'effectivement, à part le Rhésus, j'ai toujours eu un amour pour les Morelia. Donc Morelia viridis, Morelia spilota. Et là, j'ai sorti du Morelia spilota chaîné. Alors c'est vrai que quand c'est petit, c'est pas... Mais ça va bien évoluer, on va dire. Voilà, le visuel il est pas foufou. Ouais, mais déjà je trouve que ça a quand même malgré tout un peu Mais de gueule, hein. adulte, c'est jaune et noir, c'est vraiment magnifique. On va dire que voilà, par rapport à ce que ça devient adulte, on trouve que c'est pas dingue forcément juvénile. C'est ça, c'est malgré ça. tout, honnêtement, il y a déjà quoi se faire plaisir aux yeux. Ah enfin, bah tranquillement. carrément, puis même au niveau comportement, c'est intéressant à observer. C'est un serpent qui est arboricole, donc on peut faire vraiment une belle décoration. Enfin bref, c'est un serpent qui me plaît beaucoup. Arboricole, du coup, c'est-à-dire que tu conseillerais quoi comme terra, toi, un petit peu pour ça? Alors, en juvénile, quand c'est petit, il faut prendre un petit terrarium pour éviter de faire trop stresser, mais occuper tout l'espace. Ouais. Donc prendre un terrarium arboricole, vous voyez, pour un petit spécimen comme ça. Qu'il ait de quoi se cacher, qu'il ait de quoi un petit peu évoluer Voilà, tranquillement et prendre ses marques. c'est ça. Un 30-30-45 ou même un petit 45-45-60, c'est suffisant. Ok. Par contre, adulte, on va parler en minimum au niveau de taille. Il faut quelque chose qui fasse au moins 1 mètre sur 60 sur 90. On dit toujours le quoi. minimum, hein, d'accord? Toujours le minimum, Voilà, le minimum. Mais il n'y a jamais, moi je dis souvent, c'est rarement trop grand, quoi. Voilà, donc, Voilà, c'est ça. Ok, très bien, super. Et ben écoute, très joli, franchement. Ouais, Et merci. donc pareil à retrouver sur le site de Jurassic Knack, j'imagine. C'est ça. À la vente. Et alors ensuite, du coup, tu nous as ramené également quelque chose de plus coloré déjà maintenant. Bah oui, c'est et ça. complètement différent. Bah complètement différent dans le mode de vie. Ouais. Et qu'on a moins sur l'habitude du de frais, voir. voilà. On passe sur du frais. Donc c'est de l'élaphe asiatique, Oreocryptophis porphyraceus pulcra. Donc petite couleuvre asiatique. C'est toujours très spectaculaire. Le côté c'est orange ça. et noir. Orange et noir, c'est toujours. Et voilà. évidemment, vous avez plein de motifs différents chez les Oreocryptophis, mais c'est vrai que c'est quand même très très chouette. Et encore une fois, un serpent qu'on élève de façon un peu particulière, Ouais, avec justement une température plutôt tempérée, etc. c'est ça, ça va vivre au frais entre guillemets par Ouais. rapport aux autres espèces. Oui, c'est entre guillemets. Ouais, on entre n'est pas non plus guillemets, dans le on congèle, n'est pas- quoi, hein, mais voilà, voilà. c'est ça, on a entre 22, 25, 26 degrés au plus chaud. Et au niveau comportement, c'est intéressant parce que c'est une espèce qui est fouisseuse, mais attention, qui va pas s'enterrer tout le temps en fait. Il va faire des petites galeries et c'est vraiment très très sympathique à observer. Et ça D'accord. bouge bien, ça a son petit caractère quand même, mais voilà, c'est un serpent que j'apprécie beaucoup aussi. Et alors, Rémi, j'ai dit Oui. que tu étais le premier stand que je venais visiter. Tu sais pourquoi? Parce qu'hier, quand je suis arrivé à la bourse, donc moi j'aime beaucoup les Thamnophis, et hier quand je suis arrivé à la bourse, on m'a dit, tu sais quoi, il y a quelqu'un qui a du Thamnophis dans la bourse. Et on m'a dit, faut aller le trouver, etc. Et je suis venu sur ton stand, j'ai vu qu'effectivement, tu vendais des petites Marcianus que Ouais. vous avez ici. Ouais. Et alors, du coup, je vais tester la sortir, c'est ton serpent, je te laisse Vas-y. le prendre. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai à vous dire par rapport à ce serpent-là. Donc, c'est un serpent déjà qu'on trouve sur un grand endroit, vraiment la zone de répartition géographique, elle est énorme, ça va du sud des États-Unis jusqu'à l'Amérique centrale, hein, quasiment, puisqu'on va le ça. trouver jusqu'au Honduras, etc. Et c'est un serpent qui a une anecdote rigolote, c'est sur son nom, parce que souvent le nom, tu sais, on dit par rapport à un endroit où ils peuvent vivre ou une caractéristique physique. Lui, c'est pas le cas, lui, c'est un hommage.
En fait, il a été nommé en hommage à alors je sais plus le grade, hein, mais d'un militaire lors de la guerre de sécession, qui s'appelait Marcy, tu vois. Moi, j'aime bien les pures souches, etc. Donc j'aime bien vraiment tout ce qui va être coloration très naturelle. Mais eux, ils ont une mutation qui est juste extraordinaire. Je sais pas si tu la connais. C'est Granit, ça s'appelle. Ouais. Et là, il est beaucoup plus blanc, juste moucheté de noir. D'accord. Bah, Incroyable. Si jamais tu as l'occasion, bah, c'est rare en captivité, mais si jamais tu as l'occasion un jour juste de voir ce que c'est, ou vous de chercher, Thamnophis martianus Granit. Incroyable, j'adore. Et évidemment, on va retrouver d'accord des caractéristiques, la petite langue rouge et noire qui va bien, les petits contrastes qui vont bien aussi. C'est incroyable, magnifique. On va faire des plans si tu veux bien. Ouais, pas de soucis. Cool, super. Bah écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et puis on va mettre cette petite bestiole là dans sa boîte. Hop. Bonjour du coup, j'ai vu que vous vous intéressiez à l'instant au terrarium, etc. Est-ce qu'il y a un petit projet derrière Alors possiblement, j'aimerais bien voir apprendre un serpent plus tard ou quoi, mais j'attends d'abord d'avoir la possibilité. D'accord, c'est quoi qui manque? C'est la place? Alors c'est plus côté finance. D'accord. J'attends d'être sûre dur pour tout le monde. fait. C'est ça. Et après d'être sûr d'avoir la place aussi parce qu'actuellement je suis en coloc, donc savoir aussi si ça dérange pas ma coloc, tout ça. Ouais, c'est vrai que les serpents, bon. C'est voilà. ça. Très bien, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une idée déjà d'espèce? Est-ce que c'est un projet qui est juste au début? Comment ça se passe? Alors c'est un peu au début, j'attends de voir d'abord de me renseigner sur les espèces, voir lesquelles seraient les plus simples pour les débutants, histoire de justement être sûr d'avoir le bien-être animal. Tout à fait, tout à fait. Et bien c'est très bien, en tout cas bonne bourse. Merci beaucoup. À mon avis, il y a pas mal de réponses à obtenir aujourd'hui. C'est ça. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je me retrouve sur un stand qui objectivement chaque année est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau qu'on trouve ici à la Reptile Expo, niveau décoration, niveau justement décor, etc. Regardez un peu où on se trouve. Et j'ai le plaisir d'être avec Lolita avec moi, qui représente donc Planète Exotica, le parc de Royan. Lolita, je voudrais déjà que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas forcément et que tu nous présentes un petit peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais à Planète Exotica. Ok, ça marche. Et bonjour, du coup je m'appelle Lolita, je suis soigneuse animalière à Planète Exotica, donc un parc zoologique mais pas que situé à Royan. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille là-bas. Enfin, j'ai commencé avec énormément de stages à 15 ans. On t'a mis dans le bain très vite en fait. Ouais, c'est ça, j'ai commencé assez tôt. Et après, j'ai fait un contrat de professionnalisation en alternance à Planète Exotica à l'école de soigneurs animaliers de Carquefou. En fait, si je comprends bien, tu es une nouvelle dans le poste, mais tu n'es pas une nouvelle en fait. C'est ça. Tu connais bien quand même les lieux, etc. Depuis en tout, là maintenant, j'ai 20 ans, ça va faire à peu près 5 ans. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on trouve à Planète Exotica? Parce qu'il y a plein de trucs en fait. Ouais. Du coup, si on se retrouve à Reptile Expo, c'est parce qu'on va avoir énormément de reptiles. On va avoir principalement des reptiles, mais on a aussi des mammifères. En reptiles, on va avoir des lézards, on va avoir des tortues, tout ce qui va être crocodilien, alligator, caïman, crocodile. Mais on va avoir aussi des serpents et une des plus grandes collections d'Europe de serpents venimeux. On peut retrouver des crotales, on peut retrouver aussi des cobras. Et unique en France, on va retrouver aussi le mamba noir. On va avoir un couple de mamba noir dans la serre désertique. En été, on va avoir énormément d'animations, notamment avec les animaux. On va avoir aussi dinosaures vivants à 15h. Et on va avoir aussi notre spectacle équestre au village des Indiens. Donc ça, c'est que en période estivale quand il fait beau, parce qu'en hiver, ça prendrait trop de risques pour les animaux et pour nos cavaliers. Donc ça a été le choix qui a été fait. Et on est ouvert toute l'année, on n'a pas de période de fermeture. On est ouvert tous les jours. Bon bah écoute, je te remercie en tout cas Lolita. Je pense que c'était impeccable. Et ça s'est bien passé pour la première? Ça s'est bien passé, oui, merci. Et moi, il faut que je vienne un de ces 4 aussi. Je suis invité à ce qui paraît, donc voilà. Il faut venir. Hein. Exactement. Allez, on attend ça. Merci beaucoup Lolita. De rien. Et bonne bourse. Au revoir. On est dimanche matin, vous vous êtes levé, vous avez fait l'effort, vous venez voir des reptiles. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Je commence ici. Les cloportes. Ah donc pas de reptiles en fait? Ah non, que des cloportes. D'accord, que des tous les 3? Surtout moi. Surtout toi? Ouais. Alors attends, on va faire la liste de courses. Donc toi t'es venu voir des cloportes? Ouais. Ok. T'en as déjà à la maison? Comment ça se passe? J'en ai 8 déjà. 8? Donc peut-être une nouvelle, on verra. D'accord. Et t'as quoi comme espèce? Alors j'ai plusieurs types, du coup Monténégro. Enfin je veux du Monténégro, mais là j'ai du Cubaris Panda, j'ai du plein de choses, j'ai du, je sais pas, du Derico, j'ai des oranges, j'ai plein de...
Alors écoute, je vais t'avouer un truc, je n'y connais rien. Donc tout ce que tu m'as dit, j'apprends en même temps que toi. Non mais c'est vraiment les plus basiques et voilà. Ok, super. Coloré, j'imagine, etc. Exactement. Nickel. On continue du coup, la liste de courses. Bah, Cloporte ou pas? Moi pas Cloporte, c'est vrai. Moi je viens regarder, je prépare. Moi mon rêve c'est des Tribolonotus. Alors les gracilis ce serait mon rêve, mais j'avoue que j'en ai jamais. Tu sais quoi? Je sais qu'il y a quelqu'un qu'on avait hier. Ah. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ça c'est mon rêve. Voilà. Mais en tout cas, écoute, parfait. Bah, Tribo, très sympa. Oui. Petit côté un peu dragon. Ouais, là, je connais mieux, tu vois. Ouais. Là, je peux te dire, voilà, bon. Et nickel, bah écoute, un joli projet en tout cas. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir trouver ton bon intérêt. J'espère aussi. Je suis pas en mesure de te dire que c'est tout à fait là, ouais. Mais en tout cas, hier, je sais qu'il y en avait sur la bourse. Bon, merci. Et dernière personne. Les reptiles en général. Oh là là, le généraliste, regardez. Ouais, bah oui. Et donc, du coup, plutôt serpent malgré tout, plutôt lézard? De tout. Ouais. Okay. Il y a un projet d'achat, excepté en Cloporte, si j'ai bien compris, ou Tribo? Moi, non, je regarde. Plus préparation, voilà, c'est ça? La même chose, préparation. Ok, d'accord. En gros, on vient chercher des idées et des Cloportes. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, les gars, je vous remercie. Bonne bourse à vous. J'espère que vous avez trouvé de quoi vous faire plaisir. Merci. Je suis sur le stand de Terrario Center et du coup, j'ai rejoint Mathieu ici qui donc gère le stand aujourd'hui à Reptile Expo. C'est ça. Et Mathieu, alors déjà, est-ce que tu peux présenter Terrario Center? Ouais, bien sûr. Alors, Terrario Center, nous, on est une petite boutique du Nord, enfin, petite boutique à l'époque. On a qui a un peu grandi quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal grossi avec le temps. Ça doit faire une quinzaine d'années, je crois. J'ai pas l'historique exact de Terrario Center, là. Moi, ça fait 7 ans et demi maintenant que j'y suis. C'est vrai que, comme je disais, on a pas mal grossi, on s'est pas mal développé, on a pris un peu en diversité. Avant, on était surtout spécialisé tortue. Mon patron à la base est spécialisé tortue. Et c'est vrai qu'avec le temps, on s'est un peu diversifié. Maintenant, on présente un peu tout ce qui est possible à voir. Et chacun, j'imagine, a ramené un petit peu sa pierre à l'édifice et sa spécialité. Ouais, c'est ça. On a monté une très bonne équipe et on a tous des connaissances un petit peu particulières. Donc, c'est vrai que... C'est à peu près combien? Alors, je te prends en traître, hein. je vais être honnête parce que j'ai rien dit à Mathieu de préparer du tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais globalement, le nombre de personnes que tu as un peu dans l'équipe, c'est à peu près combien? Alors, au niveau des soins aux animaux, on est à 4,5. D'accord. À peu près au niveau... Vraiment... 4,5 à peu près. Ouais, en fait c'est plus compliqué à quantifier parce que tu sais, nous on a beaucoup d'animaux. Donc on a des gens qui sont vraiment sur les animaux et on a des gens qui sont dans les bureaux aussi pour gérer ça, tu vois, la paperasse et tout. Le côté administratif. Voilà, exactement. Chez les reptiles, on connaît très bien ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que nous, avec la quantité d'animaux, l'administratif, c'est une part vraiment très importante. Et tu as des gens qui sont dédiés à ça. Exactement. Okay, c'est pour ça que je parle en ennemi. On a une personne ennemie, tu vois, qui est à moitié sur les animaux et à moitié sur le. Mais j'avais compris que ce serait à peu près ça, tu vois. Ouais. Alors du coup, je t'ai demandé, je t'ai dit voilà, tu vas me piocher quelques petits trucs que tu présentes, que tu trouves sympa. Ouais. Et tu m'as dit, tiens, justement, je vais faire un petit melting pot, je vais te montrer différents trucs. Il y a des tortues, il y a des lézards, il y a des serpents, il y a tout ça. Ouais, c'est ça, on a des petits coups de cœur à chaque fois sur un peu toutes les spécimens. Donc j'ai décidé de t'en montrer quelques-uns qui me tiennent un peu plus à cœur. Là, c'est le moment où ça me fait plaisir. C'est-à-dire que là, je te laisse les clés. C'est toi qui commandes. Allez. Moi, je regarde juste, j'admire. Écoute, j'ai parlé des tortues de base, c'était vraiment notre spécialité. Cette année, on a reproduit des petites tortues qui sont pas hyper connues du grand public, mais qui sont hyper sympas. C'est la Geomida spengleri. Voilà, une petite tortue d'Asie, forestière, subaquatique, qui est pas mal répandue en ce moment. On voit beaucoup de vidéos, c'est un peu hors du commun, c'est une tête un peu bizarre avec des yeux globuleux typés extraterrestres. Enfin, on voit un bon bec. C'est vraiment mortel. C'est excellent. Hein. Plutôt insectivore, tu vois, à chasser, un peu opportuniste aussi d'ailleurs. Franchement, c'est canon. J'adore, tu vois. Ça déchire. Franchement, ça, et du coup, en captivité, tu la gardes tranquille. Enfin, c'est pas compliqué à élever. Non, pas du tout. Après, niveau maintien, il faut avoir les bons paramètres. Tu vois, il faut faire une baisse l'hiver, etc. Mais non, c'est pas compliqué du tout. Niveau de nourrissage, tu donnes quoi? Là, essentiellement d'insectes, alors vers de terre, cloporte, ce genre de choses. Après, on donne un peu de grillons aussi, ça c'est cool, ça les fait chasser et tout. Mais des escargots, des limaces, ce genre de trucs en fait. Et alors justement, niveau tortue aquatique, tu sais, t'en as qui sont un peu marcheuses, t'en as qui sont vraiment nageuses. Tu vas la mettre où celle-là? Celle-là, elle est vraiment elle est plutôt marcheuse. C'est pas une tortue aquatique. Donc tu mets des proies un peu au fond ou avec peu d'eau? Non, là c'est vraiment un terrain, tu sais, avec plutôt des zones humides. Ok, et cool, ok. Elle est vraiment une gamelle où elle peut aller se baigner en fait. Excuse-moi, je découvre, hein. Je connais absolument pas. Aucun problème. Et franchement, très chouette, d'accord. Donc niveau observation, j'imagine que ça donne des trucs hyper sympas. Ça c'est super intéressant en fait. Et on peut se régaler avec faire un truc un peu naturel et tout ça, quoi. Ah ouais, carrément. Ça, tu peux planter le terrain. C'est pas une tortue qui devient super grosse, hein. On va tourner à ça pour les spécimens adultes, tu vois, une quinzaine de centimètres max. Donc c'est vrai que c'est complètement gérable. Et en vrai, niveau comportement, c'est juste ouf. C'est ouf.
c'est dans son terrasse, c'est à l'arrière, elle te voit arriver, elle sait qu'elle va avoir à manger, en tout cas elle le pense, tu vois, donc elle vient curieuse, elle te regarde, qu'est-ce qui se passe et tout, non, c'est mortel. On fait de l'élevage de Manuria aussi, tu vois, c'est une tortue un peu plus balèze qui vient d'Indonésie, qui vit dans les forêts, c'est une tortue forestière. Et celle-là, pour le coup, on a une reproduction cette année, elle a vraiment un mode de reproduction un peu particulier. Tu sais, elle fait un mont de végétaux en décomposition, de feuilles, nous on met du foin, on met vraiment tout ce qu'on peut mettre. Et elle fait un mont, elle creuse un trou, elle pond ses œufs, elle rebouche et elle garde le nid, tu vois, cette tortue. D'accord. Et jusqu'à temps que les bébés sortent, elle couvre en fait. Alligator, enfin, ouais, le même okay. esprit, ouais. Ah ouais, okay, mais sur bon. une tortue, tu vois, donc excellent. Plutôt cool. Alors là, on passe sur complètement autre chose. Ouais, carrément autre chose. Un petit lézard qui est né chez nous aussi cette année. J'adore cette espèce, je trouve ça magnifique. C'était très répandu pendant longtemps, on en voyait beaucoup. Ça a un peu disparu du marché, là ça commence à revenir. Nous, on s'est fait un groupe pour essayer de les reproduire parce que les imports c'est bien, mais on préfère travailler avec les animaux en captivité. Donc on essaye de se faire un... De privilégier le nez en captivité. C'est ça. C'est quoi, je vais te lâcher une info. On est en plein projet de déménagement. Là, en fait, on vient d'investir. On va partir sur un nouveau bâtiment, un nouveau local qui est beaucoup plus balèze. Et on a dédié une partie donc, à ce qu'on fait déjà d'avant, une partie acclimatation, achat-revente. Et on a la même surface pour l'élevage. Donc on sait sélectionner des animaux pour vraiment les reproduire en captivité. On fait un peu tout. On va essayer de faire surtout maintenant des animaux qu'on a du mal à trouver, qu'on préférerait éviter de prélever dans le milieu naturel pour les revendre en fait, là, tu es en train de me dire qu'il y a un vrai projet, c'est pas qu'un business. En fait, Ario Center, il y a un vrai aussi amour du reptile que vous avez derrière. Ah, bien sûr, nous on est avant tout une équipe de passionnés, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Nous en tout cas aux animaux, c'est vraiment on privilégie. Waouh. Ouais, fais gaffe, t'as une échappée pendant ce temps-là. On privilégie le bien-être. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous. Donc on s'est dit, on va monter un élevage et on va faire comme à la maison on voudrait. Ouais. Tu vois, on fait des gros terras, on va avoir des groupes d'animaux qu'on aime. On va vraiment s'en occuper comme si c'était les nôtres en fait. C'est vraiment l'idée qu'on a de. Et je vais te dire un truc en plus, c'est super parce que tu sais, on a tous nos préférences, nos spécialités, les trucs avec lesquels on a travaillé entre guillemets, tu vois, sur lesquels on s'est investi. Mais en réalité, quand tu es vendeur, tu vends tout. Et le truc, c'est que j'aime pas dire vendeur. Tu vois. Non, ok. Conseiller. Conseiller, très bien. J'aime pas cette idée de vendeur. Je suis pas là pour ça. Tu vois. Conseiller. Mais conseiller, malgré tout, t'as pas forcément élevé tous les trucs que tu peux conseiller. Tu as les bases. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, et là, en fait, ça va vraiment vous permettre. Mais là, ça va nous permettre de s'élargir. Ouais. Tu mets les pieds. En fait, tu mets les mains à la pâte. Et là, en gros, les conseils, justement, le rôle de conseiller prend tout son sens. Les conseils que tu vas apporter aux clients. Le terme de client ne dérange pas. Non, bon, ça va. Donc, les conseils que tu vas pouvoir apporter aux clients, ce sera du vécu en fait quelque part. Oui, bien sûr. Ah ouais, bah, c'est clair. C'est toujours mieux, tu sais, quand tu conseilles des gens sur un animal, c'est toujours mieux d'avoir des anecdotes à raconter, des trucs que toi tu as expérimenté, que tu as vécu, où tu sais que cette technique-là, ça marche pas très bien, mais celle-là, ça marche plutôt cool. Enfin, chaque animal est différent, tu vois. Forcément, il y aura des approches un peu différentes, il y aura des systèmes de maintenance qui seront différents. Et puis surtout que nous, on est vraiment dans une passion qui est en constante évolution et en constante découverte encore. Ouais, exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est clair. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Parce que pour l'instant, on a papoté. Très intéressant. On discute beaucoup, mais. Qu'est-ce que tu nous conseilles du coup? Là, c'est un petit Cordylus tropidosternum. Du coup, ça, c'est mortel. Franchement. Alors qu'est-ce que tu pourrais du look ouais, déjà au niveau look il y a un vrai truc hein. La petite queue épineuse, le machin. Ouais, en plus c'est un lézard qui est diurne, qui est super actif. Nous on monte vraiment tu sais un terrain avec donc on essaie de reproduire un peu le milieu naturel. On fait comme on peut avec nos moyens du bord. Les moyens du bord bien sûr. Ouais. Mais ça c'est un lézard qui vit en Afrique du Sud. Excellent. Donc plutôt dans les plaines les petits comment dire, ça va creuser des terriers, nous on leur met aussi des petits, on a fait des monts de petits rochers, tu sais, où ils évoluent entre les rochers, ils sortent, ils s'exposent, on a vraiment essayé de reproduire un truc assez cool. Qui est à la fois un milieu sécuritaire et en même temps un milieu régulé, etc. Exactement. Et trouver de la nourriture aussi potentiellement. Pour le coup, ça marche plutôt bien, ça fait 2 années qu'on les reproduit, on a pas mal de réussites. C'est magnifique, là, donc franchement c'est cool. des... Et on espère vraiment développer Ensuite on enchaîne avec des serpents. Ouais, ça y est. On va partir sur le basique, l'animal que tout le monde connaît, le Python Regius. Là pour le coup on ne les reproduit pas nous-mêmes, on travaille avec un éleveur partenaire qui bosse super bien, qui nous sort des animaux exceptionnels. Donc là sur un j'ai pris un truc que tout le monde connaît forcément maintenant au niveau du Regius, le piebald, qui est plutôt joli, eye white, tout, je pense que voilà, comme il faut. Ça. Là les connaisseurs apprécieront parce que bon, c'est vrai que, alors moi c'est pas forcément ma cam de base, mais c'est vrai que faut avouer que c'est joli et que c'est une sacrée gueule. Quoi. Ah bah bien sûr, franchement, c'est l'indémodable. Tu sais, je pense que ça restera le serpent le plus, en tout cas un des plus répandus. Ouais. Magnifique. Et là c'est vrai que niveau blanc, on a peut-être servi quoi. Ah ouais là. Eye white bien comme il faut. Ouais. Et bon c'est vrai qu'on reste sur du classique.
Mais malgré tout, magnifique. Survole un peu, mais, Non, mais c'est bien aussi, tu vois. Qui connaît pas le Python juste maintenant? Exactement, exactement, tout à fait. C'est la base. Là, peut-être que, alors là, c'est quelque chose qui est un peu plus répandu maintenant. Qu'on commence à voir quand même un petit peu. J'adore cette espèce. J'en ai moi-même à la maison. Pour le coup. Voilà. Donc là, c'est du approuvé, testé et compagnie. Approuvé, testé, parce que pour te dire toute la vérité, j'ai la sœur de celui-là, la grande sœur maintenant de celui-là. Wow. C'est un Oprepiophis mandarinus, un axanthique. La couleuvre de jade. Exactement. Mais qui nous vient du Vietnam, une souche, souche vietnamienne qui est élevée par un ami à moi en France. Elle est juste, pour moi, elle est juste exceptionnelle cette couleuvre. La souche Vietnam, je le précise, parce que c'est vraiment important pour moi. Je trouve qu'elle est, je suis désolé pour les autres, je trouve qu'elle est plus jolie que les autres souches en fait. J'aime pas dire ça, mais elle est mieux finie esthétiquement. J'aime pas dire ça du tout, mais ouais, franchement. Mais on comprend l'idée que tu veux dire derrière. C'est vraiment. Après, c'est les goûts et les couleurs à chacun. Ouais, mais là, c'est ton avis. Et moi, franchement, à mon avis perso, celui-là, il est juste incroyable. Petit mâle axanthique qui est donc là qui est plutôt jeune encore, hein, mais on voit déjà les écailles rouges qui en grandissant va tirer sur le gris noir. Je leur propose toujours une zone plus humide, une zone sèche, c'est assez important. Donc celle-là, on va plutôt la retrouver en général dans la zone humide. Elles adorent traîner dans la zone humide. Si tu fais ça avec un mélange, moi je fais beaucoup de mélange au niveau des substrats. Je mélange de l'humus, de la sphène, du genre. Que des trucs qui gardent un peu l'humidité. Voilà. Je laisse sécher toujours une partie. J'ai toujours une partie humide, comme ça ils peuvent se choisir en gros où ils vont aller. Côté sec, côté humide, et c'est hyper important, histoire de ne pas créer non plus un sauna à l'intérieur. Exactement. Parce que là, il pourrait y avoir des problèmes aussi. Exactement. Dès qu'on va avoir un milieu humide, il faut faire attention à la ventilation aussi. Ça, c'est super important. C'était très top. J'ai adoré ce que tu nous as présenté, honnêtement. Très cool. Merci. Plein de variétés, j'adore. C'est super. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de variété en bourse, bah voilà, venez sur le stand de Terrario Center. C'est gentil. Merci pour tout, Mathieu. Mais de rien, avec plaisir. Allez, je suis sur le stand de ma voisine durant cette édition de Reptile Expo. Tout à fait. Alors déjà, j'ai une première question avant tout. Est-ce que j'étais un voisin relativement correct ou pas? Ah, ça a été parfait. Bon, nickel. Impeccable. En plus, il m'a surveillé mon stand et tout, donc franchement, l'inverse était vrai aussi. Oui, c'est vrai. Nickel. On s'est entraînés, donc top. Marion. Oui. Marion, du coup, tu bosses pour donc, cet élevage qui est du coup donc Instant Gecko. Je vais te laisser présenter ta création, ton bébé. C'est ça, c'est un petit peu ça. Et puis après, on va parler de ce que tu as dans les mains. Oui, ça marche. Ben, moi, au départ, tout simplement, j'étais passionnée par le gecko léopard. Voilà, j'ai découvert ça en 2015, donc ça commence à faire un petit moment. Et puis, j'en ai pris un, puis deux, puis trois. Et au final, je me suis dit, let's go, on se lance dans l'aventure. Donc, j'ai pu faire mon petit élevage petit à petit. Donc, c'est un élevage, là, pour l'instant, je n'ai pas encore le statut professionnel. C'est en cours. Voilà, il me faut encore ma pièce. Et puis, une fois que ce sera fait, je pourrai avancer encore un peu plus dans cette aventure. Donc, voilà. Pour je comprends bien. Tu es encore au début d'une très belle aventure en fait potentiellement. Ça avance tout petit. Mais malgré tout, tu vois, j'entends parler, c'est dans ton parcours entre guillemets d'éleveur. C'est ça, exactement. Il te reste encore plein de trucs à découvrir. J'espère, c'est sûr. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement, TikTok, Facebook et même YouTube avec sur le compte Instant Gecko. Voilà. Très bien, parfait. Écoute. Sans plus tarder, on va montrer ce que tu nous caches depuis tout à l'heure. Oui, la tout petite à fait. surprise. Donc il m'en reste un notamment à présenter. Donc ceux qui me suivent le connaissent un petit peu. C'est un petit qui est né avec une petite forme de cœur sur le dos.
Donc c'est un petit qui est né à l'élevage donc cette année, il a 3 mois, il est déjà de belle taille, il a déjà de bonnes réserves et il est en forme. Là il est un petit peu stressé par la bourse, donc voilà, on va vous le montrer de plus près. Mais c'est un joli petit du coup qui est issu d'un couple de Bandy Cross, pardon. Donc c'est une mutation génétique, il y a plein de mutations génétiques chez le gecko léopard. Et le Bandy c'est une sélection qui travaille sur les lignes et les marquages qu'il y a sur le corps du gecko tout simplement. Donc ça leur donne de très beaux motifs. Est-ce qu'il y a un truc, toi, parce que t'es gecko, ouais, gecko léopard. Moi je suis tamno, tu vois, donc ouais. tamno fils, tamno. C'est ça. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a attiré chez eux qui fait que c'est tombé sur les geckos? Ou est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est quoi? Alors moi à la base je suis fan aussi d'Heroic Fantasy et j'aime beaucoup tout ce qui est dragon. Voilà, moi c'est pas vraiment les dinosaures. Je commence à deviner d'où ça vient. C'est un peu les dragons, voilà. Et en fait j'ai trouvé que j'ai retrouvé un petit peu ce côté dragonique un peu chez ces petites bêtes. Et j'adore leur bouille, enfin c'est un coup de cœur quoi, ça s'explique pas. Je suis tombée devant une fois, une expo aussi et j'ai adoré tout de suite quoi. Donc, et il y a aussi le côté où il y a plein de mutations différentes, il y a plein de couleurs différentes chez cette espèce et ça c'est vraiment passionnant. Le côté génétique m'a vraiment aussi beaucoup intéressé. Impeccable. Bah, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à retrouver Marion en tout cas. C'est ça. L'an prochain, Reptile Expo peut-être encore. Voilà, bah oui, tous les ans j'essaie d'être là. Et puis bah, du coup n'hésitez pas à réserver en avance parce que après ce sera trop tard. Voilà. Merci Marion. Oui, merci. Et on fait les plans. Je viens de vous voir en train de regarder tous les deux un Varanus prasinus. Est-ce que vous saviez ce que c'était avant de venir à Reptile Expo? Je commence peut-être par la jeune génération. Le lézard que tu viens de voir, le Varanus prasinus, est-ce que tu sais ce que c'était? Est-ce que tu en avais déjà vu avant? Jamais? Comment est-ce que tu trouves ça? Tu trouves ça joli? Oui. Ouais, c'est quoi qui te plaît dessus? Les couleurs, je sais pas. La couleur. Ouais, d'accord. Et je vais passer maintenant à ta maman, j'imagine? Oui. Bon. Et vous, est-ce que vous saviez ce que c'était qu'un Varanus prasinus? Un varan, mais sans plus de précision. Sans plus. Eh bien, très bien. Et est-ce que vous venez aujourd'hui, du coup, pourquoi? Pour justement apprendre des choses, pour éventuellement faire un achat? Pour découvrir avec les enfants. Pour faire un peu d'éveil, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est une excellente idée, en tout cas, et je félicite. Ben, merci. Bonne journée à vous et bonne découverte. Allez, je suis au stand chez Zomed avec Marie-Hélène Castanet. Bon, tout le monde reconnaît, je pense. Je t'ai demandé de sélectionner rapidement déjà quelques produits. On va commencer directement par le côté un petit peu nouveauté, etc. D'accord. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Alors, en sortie quasi immédiate, on a un nouvel aliment. C'est de l'aliment pour tortues terrestres coupé en petits morceaux avec une nouvelle formule. Alors, le gros avantage de cette nourriture-là qu'il faut hydrater, c'est qu'elle a des fibres longues. Et les fibres longues sont indispensables au transit intestinal des tortues. Ça vient d'arriver vendredi. Ce vendredi, c'est en avant-première sur notre stand. Okay. Ce sera disponible d'ici une quinzaine de jours en magasin. Ok, d'accord, très bien. Et il n'y aura qu'une taille pour commencer, ou alors les sacs de 22 kg pour les éleveurs ou pour les zoos, comme on a pas mal d'aliments qui sont proposés dans ces cadres-là. Prochainement, nous aurons, attention les yeux. Ouais, c'est clair, là voilà, ça va éblouir. Une LED, donc là c'est la plus petite de la gamme, c'est une LED qui fait 14 watts. Elles sont étanches, réglables, extensibles sur les côtés, programmables grâce à une télécommande. On reste assez peut-être old school sur certaines choses parce qu'on évite tout ce qui est Wi-Fi parce que souvent on est multipossesseur. Et en fait quand il y a trop de connexion d'interférence, ça ne marche pas toujours. Tandis que là, chaque LED a sa télécommande. On peut régler l'intensité lumineuse à la baisse ou à la hausse. J'espère que ça fonctionne à peu près correctement, vous pouvez le voir. Vous pouvez programmer un lever, un coucher de soleil en choisissant le temps d'allumage d'extinction de 0 à 90 minutes au lever comme au coucher. Et ça sert également de minuterie, donc tout simplement. Après, nous aurons d'ici janvier ou février au plus tard un autre modèle avec la LED et combiné avec un tube UV pour les gens qui veulent de l'UV parce que les LED ne faisant pas d'UV
sauf si elles ont une puce spécifique. Si vous voulez vraiment avoir de l'UV sur une rampe LED, il faut effectivement les combiner avec un tube. Le tube par contre ne sera pas dimmable, parce que nous on n'aime pas trop dimmer un tube UV, parce que quand on dimme un tube UV, on réduit l'intensité lumineuse, mais pas la quantité d'UV. Donc il y a un problème d'information qu'on donne à l'animal, et en plus ça l'use quand même prématurément. Donc le tube sera en on-off, et l'éclairage par contre pourra être réglable. Moi j'avais envie de te poser des questions aussi un peu à toi. Ouais. Parce qu'en fait on te voit toujours, tu nous présentes tes produits, tu es là pour ça, c'est ton boulot, mais j'aimerais juste que tu nous dises, alors on va quand même rester dans ton travail aussi, hein. Ça fait 13 ans que tu es chez The Med, tu me disais tout à l'heure. Ouais, 13 ans. Tu as vu des produits arriver, d'autres qui ont disparu, etc., etc. Pour toi, c'est quoi vraiment les plus belles innovations entre guillemets que tu as pu voir, les trucs qui t'ont paru les plus pertinents et compagnie en terrario depuis que tu travailles justement chez The Med? En 13 ans? Il y en a eu, hein? Ah, il y en a eu, c'est difficile de choisir, là tu me prends. Tu vas me dire en plus que tous les produits The Med sont que des produits géniaux pour la... Moi j'ai l'avantage, j'ai un patron qui a une éthique. Gary, il a commencé dans l'animalerie, il avait 14 ans. Il était vendeur animalier, il s'est fait émanciper pour créer sa société. Il était importeur-exporteur à 16 ans de reptiles. Et il s'est rendu compte, donc Gary a 65 ans, il a 3 ans de plus que moi. Et il s'est rendu compte qu'on avait du mal à les garder. Donc il a travaillé, c'est un passionné, il a travaillé pour développer la première vitamine. Après, il s'est rendu compte que de sustenter avec des vitamines D, avec de la vitamine avec de la D3, ça ne suffisait pas. Il a travaillé sur les UV. Il a sorti, lui, les premiers tubes UV en 91. Il a été primé par l'industrie pour ça, ce qui a permis effectivement de mieux garder les reptiles par la suite. Et il ne sortira jamais un produit s'il est nocif pour l'animal. Okay. Il y a des produits qui refusent de sortir parce qu'il dit ça ne va pas aller, c'est pas adapté, etc. Voilà. Okay. J'ai une question à te poser. J'imagine bien que tu ne vas pas me dévoiler d'infos comme ça ici, si jamais tu en avais par rapport aux futurs The Med, les produits qui vont arriver. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des axes comme ça sur lesquels les grandes marques de terrario comme The Med travaillent, qui sont encore vraiment des choses à améliorer toujours, avec des produits qu'on pourrait attendre, j'ai envie de te dire, vers le futur? Vers quoi est-ce que ça pourrait tendre selon toi? Le but du jeu, on travaille toujours sur de nouveaux produits. Oui. Donc, alors, je ne peux pas trop dévoiler parce je me doute bien. Mais il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui manquent en terrario. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on connaît assez bien le fonctionnement des chiens, des chats, des oiseaux, des rongeurs, etc. Mais en terrario, l'apport de connaissances, il évolue constamment parce qu'il y a énormément d'espèces, plus que pour tous les autres genres d'ailleurs. Et on apprend tous les jours. Et ça, c'est fabuleux d'un côté parce qu'on sait qu'on n'est jamais arrivé au bout des choses et on sait qu'on peut toujours améliorer la façon dont on détient les animaux. Donc, on travaille sur pas mal de nouveautés. On essaie d'en sortir toujours, une trentaine par an. Alors, c'est vrai qu'on ne les voit pas tous arriver sur le marché européen parce qu'il y a des blocages. Par exemple, on a des nouveaux produits que je présente ici. Hop, je sors du champ, hop. Mais qu'on a déjà aux États-Unis, c'est des petits blocs par exemple, vacances, pour des isopodes ou pour des scarabées. Ça, c'est des petits produits à 2 € à la vente prix public si on les avait, mais on a un petit problème pour les importer aux États-Unis, des États-Unis vers l'Europe. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait les papiers. D'accord. Donc c'est pour ça que je les montre. Okay. On est en train de le faire. Donc tu veux dire que ça va arriver sur le marché Je pense que si. L'année prochaine. L'année prochaine, c'est là. Donc nourriture géco-accrète, tout ce qui a des protéines animales, c'est difficile. Donc ça, c'est des choses où il y a énormément de choses à faire parce qu'en fait, il faut rendre la maintenance facile. Bien sûr. Et ça, c'est primordial. Alors qu'on a beaucoup d'éléments à prendre en considération et malgré tout, il faut que ce soit le plus facile possible. Oui, parce que plus abordable à tout le monde. Voilà. Parfait. Écoute, j'entends ta grenouille qui t'appelle. Et puis, écoute, moi je te remercie en tout cas, Marie-Hélène. C'est avec plaisir. J'ai vraiment apprécié passer sur ton stand. Et puis, écoute, j'espère que toutes ces nouveautés vont continuer. Et puis que tu continueras à nous proposer comme ça plein de produits avec The Med. Avec grand plaisir. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir, là, on travaille sur des trucs. Alors, surveillez de près. Et puis, à la prochaine vidéo, je vous présenterai les nouveautés quand je reviens des États-Unis. Ah, très bien. Écoute, on attend ton retour avec impatience. Et voilà, qu'on puisse découvrir justement toutes ces nouveautés-là. Merci Marie-Hélène. Merci beaucoup. À la prochaine. Je viens de vous voir en train de regarder les terrariums avec un regard intéressé, on va dire. Pourquoi est-ce que vous venez en fait ici? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez quelque chose? Je voudrais juste que vous me disiez ça. Moi je viens surtout pour à la bourse pour essayer de trouver sûrement une potentielle femelle pour ma reproduction parce que je développe mon élevage. D'accord. Et c'est quoi du coup comme femelle? De la géco-léopard. Ok. Sûrement de la mandarine ou de la tangerine. Ok, il y en a. Voilà. Oui. J'en dis pas plus, mais il y en a, j'en ai vu. Très bien, d'accord, parfait. Et du coup, est-ce que vous êtes juste là pour accompagner? Moi je l'accompagne, je regarde. Et ça veut dire que vous découvrez simplement? Oui.
D'accord. Les reptiles, c'est pas votre. Je suis pas de base dans les reptiles. Mais pas spécialement non plus contre ni quoi que ce soit, évidemment. Et un peu intrigué. Je suis intéressée. Ok, cool. Voilà. Super. Et ben impeccable. Je vous souhaite une bonne bourse à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Allez, à demain. Allez, je suis sur le stand de Planète Fourmi. Un univers que je maîtrise à la perfection, j'y connais que dalle. Donc du coup, je suis avec Jimmy qui va nous raconter un petit peu tout ce que tu sais, parce que je vais sûrement pas être en mesure de te dire non, attends, là je suis pas d'accord, etc. Bon, Jimmy, c'est possible. Planète Fourmi, tu fabriques déjà tout toi-même, c'est marqué fabrication de matériel sur du coup ton affichage. Donc globalement, tu as lancé ça quand déjà? Et alors, pourquoi? Comment est-ce que tu étais un peu tombé dedans? Enfin, tu vois, voilà, la jeunesse du truc. Ouais, alors je suis tombé dedans aujourd'hui, un peu comme tout le monde avec YouTube en fait, tout simplement quoi. YouTube aide beaucoup de choses quoi, et fait découvrir pas mal de choses. Ça a commencé avec donc une fondation de fourmis. Et au final, quand on continue un petit peu et qu'on veut approfondir les choses, on s'aperçoit que tout coûte un peu trop cher et qu'on ne vous dit pas forcément tout ce qu'il faut. Donc de fil en aiguille, moi je suis parti de manière complètement autodidacte à commencer à fabriquer mon matériel pour moi, à travailler tout ce qui est la technique, la pratique, tout ça. Il y a de ça à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé. Voilà, je faisais des petits trucs pour des copains, tout ça. Et il y a 1 an, au chômage, l'évidence s'est présentée à moi quoi, et je me suis dit, voilà, c'est parti. C'est le destin finalement. C'est ça, c'est parti, il faut faire quelque chose, allez je vais faire ça, quelque chose qui me plaît, on va essayer de changer les choses. Et aujourd'hui tu as Mérignac, résultat, et visiblement ça a bien marché hier pour toi. Ouais. Très content. Pour la suite. Mais alors c'est marrant parce que tu vois, dans ce que tu m'as dit, il y a une question que je m'apprêtais à te poser à la fin. D'accord. Et je vais te la poser maintenant. Ok. Tu vois, quand je pense myrmécologie, je me dis, et tu m'as parlé de YouTube, il y a un mec qui avait un peu lancé ça à l'époque, c'était Snack Reptile un peu qui avait parlé de ça. Est-ce que c'est d'accord? Parce que pour moi, je vais te dire, c'est un univers que j'ai l'impression que lui a contribué justement à faire connaître. Énormément. Voilà. Et du coup, c'est notamment par lui du coup, que tu as pu commencer. Tout à fait. Comme beaucoup de gens de mon âge et il y a peu d'années en soi, il nous a fait découvrir les fourmis, pas forcément avec que des bonnes personnes ou que des bonnes techniques, mais en tout cas, il a eu le mérite de nous faire découvrir les fourmis ça, de mettre un peu d'aimer les fourmis. C'est ça. Et la de curiosité l'animal. quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. On peut lui rendre cet hommage-là. Ouais, complètement. Nous avons quelque chose d'impressionnant. Elle m'a mordu là. C'est passé, je saigne. Putain, mais t'es une cisailleuse, toi. On va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que tu fais toi. Alors, pour rien vous cacher, quand je suis arrivé, j'ai dû demander un petit peu comment est-ce que les choses s'appelaient parce que vraiment, là, je suis largué, je vous le dis tout de suite. Au début, tu m'as dit, en gros, faut pas trop grand. Non. Parce qu'au début, je t'ai dit, est-ce que tu veux présenter une colonie, est-ce que tu veux présenter tout ça, quand j'ai compris un peu comment les choses s'appelaient. Et là, tu m'as dit, non mais attends, t'y es pas, en fait, on commence avec beaucoup plus petit, et en fait, il faut que ce soit petit pour que ça fonctionne. Tout à fait. Les fourmis, en fait, aiment être confinées, tout simplement. Donc là, je vais prendre une fourmi qui vient d'être ramassée, en soi, qui vient d'essaimer. On va faire des plans juste derrière. Hein. Ouais, pas de souci. Donc une Messor Barbarus. Et on s'aperçoit en fait que dans ce tube, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour y vivre. Ce serait comme si elle était sous terre. Donc de l'eau, un coton qui fait remonter l'humidité, une zone plutôt sèche, une zone plutôt humide. Terminé. Elle n'a pas besoin de plus de chauffage, pas de trucs comme ça. Pour commencer, non. On peut la chauffer légèrement, mais à cette période, pas du tout, parce qu'on arrive dans la période hivernale et les fourmis, c'est comme les ours. Bien sûr, bien sûr. Ça hiverne. Ok, d'accord. C'est le seul rapport, hein, rassure-moi, parce qu'un ours là-dedans. Non, ça entre. Une fois donc que tu as ce stade-là, donc là, est-ce que c'est ta reine? Ça, alors, c'est la reine. Ok. Donc ta reine, c'est cette taille-là? C'est ça. Alors pour cette espèce. Et ça changera jamais? Pour cette espèce, non. Ok. Et du coup, c'est-à-dire que tu as des reines, j'imagine, plus grosses et compagnie? Ouais. Il y a des bien plus grosses. Hein. On va avoir des gines qui vont faire cette taille-là à peu près. À la gine. Je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Oui, une gine. Je dirais, tu voyais le côté néophyte? Voilà, donc ça c'est une gine. C'est ce qu'on appelle une des castes. Voilà. Parce que chez les fourmis, il y a plusieurs castes. La gine, l'ouvrière, le mâle. Ok, oui, tout à fait. Voilà, c'est très exactement. Et donc elles naissent directement avec le rôle. Hein. Ah oui. Une gine n'est gine. Si vous voulez, c'est une fourmi. Une fois qu'elle est fourmi, elle ne se transformera pas au cours de sa vie. La transformation s'effectue l'œuf, larve, et elle va se nymphoser, ça deviendra après une fourmi. Mais c'est à ce moment-là, c'est par rapport à la nourriture qu'elle va recevoir. Pour les mâles, c'est par rapport à la fécondation, parce que la gine en fait décide. Si je féconde un ovule, c'est une fourmi femelle. Si je ne féconde pas un ovule, c'est un mâle qui sort. C'est impressionnant. Voilà. En fait. Donc c'est elle qui le décide. Bien qu'on l'appelle reine aussi, mais elle n'a aucun pouvoir de décision au final dans la fourmilière. C'est juste parce que je pense qu'elle est un peu le centre du coup de la fourmilière et qu'en fait c'est elle qui a le destin notamment. C'est ça. Sans elle, plus de fourmilière. Il n'y a plus de fourmilière. Alors, tu me disais qu'elle a décidé, est-ce qu'elle peut avoir, est-ce que tu te rends compte des fois lorsque tu es avec tes colonies ou avec tes fourmilières, que justement, si jamais on manque de mâles
tu vas avoir plus de mâles à la naissance. Est-ce qu'elle est capable un peu d'analyser entre guillemets les manques qu'il y a dans la fourmilière? Alors, sur la mienne ici concrètement, non. D'accord. Parce qu'on est sur une colonie en fait qui est en captivité. Donc pour les essaimages, c'est des conditions très compliquées à reproduire par rapport à la pression atmosphérique, à l'humidité, aux chaleurs. Et c'est quelque chose qui va toucher toutes les fourmilières d'un endroit donné. D'accord. C'est-à-dire que l'autre jour, moi j'ai vu des essaimages avec ma compagne. 18 h, je ne sais pas pourquoi, elles ont décidé, et là toutes les fourmis des alentours sont fait un essaimage et il y en avait partout. Il y en a partout. C'est ce que vous voyez l'été, les nuages de fourmis. Ah, tout à fait, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Oui, les fourmis volantes, c'est ça. Ce n'est pas une fourmi volante. La race de fourmi volante n'existe pas. Une fourmi volante, c'est une gyne ou un mâle. D'accord. Voilà. Ok, incroyable. Elle va enlever ses ailes à la fin. Incroyable. Je suis en train d'apprendre plein de trucs, c'est génial. Alors, une fois qu'on a fait donc le stade tube à essai, derrière on va commencer, si j'ai bien compris, à en mettre quelques-unes dans une petite... C'est une colonie, ça dit qu'on appelle ça? C'est comment? Alors quand elles sont assez grandes pour aller dans un nid, oui, on peut commencer à appeler ça colonie. D'accord, ok, voilà. Très bien. Pour cette espèce, en tout cas, il faut attendre la diapause. Donc la diapause, c'est comme j'ai dit, c'est une période de froid où elles vont s'arrêter de se nourrir, de pondre, de tout ça. Voilà. Il n'y a plus aucune activité, donc au stade de la diapause, c'est le repos, quoi. Voilà, c'est ça. Une fois la diapause effectuée, en fait, tout simplement, les températures vont se réchauffer. Donc généralement, pour les espèces françaises, ça arrive fin février, mi-mars. Donc ça remonte progressivement, les fourmis vont commencer à ressortir, se renourrir. Et c'est là, en tout cas, pour une ouvrière, pour une fourmi, une gyne, qui a été récoltée, en tout cas à la fin de l'année, après sa diapause, elle va se mettre à pondre. Et on peut espérer voir les premières ouvrières pour cette espèce mi-avril. Par là, voilà, mi-avril, les premières ouvrières arriveront. D'accord, super, ok. Et donc après, du coup, on va agrandir, si je comprends bien, la taille, plus la colonie va agrandir. Sur les premiers temps, en tout cas, ce qu'on dit toujours, pour ceux qui aiment ça, on laisse le tube se remplir. Tant que le tube n'est pas rempli de fourmis, elle n'a pas la place, enfin elle n'a pas sa place dans un nid. Donc même si on est embêté à ouvrir le tube parce qu'on se doute bien que quand on ouvre un tube comme ça et qu'il y a plein de fourmis dedans, ça va s'en aller, on les met dans des petits ADC, tout ça. Il y a tout un tas de matériel fait pour ne plus être embêté par la suite. Ok. Et donc alors là, c'est ce qui va donner lieu un peu à ce qu'on a devant nous, à savoir, tu vas donc passer sur... Je ne sais pas si tu peux montrer le matériel. Oui, tout à fait. En gros, donc ça c'est une colonie. Ça va commencer à être une colonie. Donc c'est pas forcément un très grand nid, mais c'est ce qu'il faut, c'est bien pour une espèce un intermédiaire. Parce qu'encore une fois, ce que tu m'as dit, c'est que si jamais il y avait trop grand, ça mourrait. Ça périclite. Regardez, tout simplement, moi j'en ai une pour exemple, une fourmilière qui a été mise trop tôt en nid, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je n'ai aucune évolution. Donc je la garde maintenant moi pour le côté pédagogique, même si c'est pas bien. Et elles sont encore en vie dedans. Ah oui, tout à fait. La gyne est encore en vie, on a encore du cousin, ça pond, mais ça se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Donc c'est serré, mais pas trop. Et donc ensuite, on arrive à un moment où du coup, on va commencer à raccorder parce qu'on n'a plus assez de place. On va pouvoir s'amuser. Et là, c'est une aire de chasse. Ça, c'est une aire de chasse, voilà. Et je connais quand même un truc. Oui. Voilà. C'est le grand dehors, comme certains l'appellent. C'est ça, c'est le jardin, c'est tout ça, quoi. Et je crois que tu peux mettre, si tu l'ouvres, tu peux pas mettre de la paraffine ou je sais plus quoi. Alors là, moi j'en ai. Alors il y a de la paraffine, on peut mettre du talcol, c'est un mélange d'alcool et de talc. Il y a le fluo aussi. Tout à fait. Alors, si vraiment une fourmi veut passer, toujours pareil, elle passera. C'est comme l'eau, c'est comme tout ça. Où une fourmi veut aller, elle ira. Mais on va ralentir. On va l'empêcher pendant 1 semaine, 2 semaines de pouvoir trop facilement s'en aller. Là, j'ai pas trop envie d'ouvrir parce que même si j'ai mis de l'anti-évasion, forcément à chaque fois que je suis dehors avec les fourmis et que je suis en train de les montrer, elles me font mentir, elles s'échappent. Donc c'est pour ça, pour la bourse, ça a été fermé. S'il y a besoin, on pourra ouvrir pour montrer tout à l'heure. Pour la vidéo ici, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Génial, franchement super. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? Parce qu'on peut pas forcément s'étaler dans le temps non plus. On va juste citer peut-être des espèces que tu pourrais proposer. Alors les endémiques, Solenopsis fugax, petite fourmi jaune, très sympathique. Crématogaster scutellaris, pareil, petite fourmi dans les bois avec des fesses en forme d'as de pique. Avec une petite tête rouge. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les fameuses lasus, donc les petites fourmis noires que vous voyez quand on est petit. Ah, la fourmi noire, la fourmi noire. Donc voilà, celle-là. J'ai la lasus jaune aussi. Donc là, au lieu d'être noire, elle est jaune. Voilà. Plein de petites choses comme ça, mais vraiment que de l'endémique. On n'est que sur de l'endémique pour éviter tout un tas de problèmes au niveau des importations et tout ça, quoi. Encore un détail, Jimmy. Tu me parlais justement du fait de commencer sa colonie. Ouais. Et il se trouve que les fourmis, en fait, tu les vends pas. Non. Tu vends en fait le matériel. Mais les fourmis, non, parce que ça se ramasse très simplement. Donc les fourmis chez moi sont offertes. Et surtout, il n'y a pas de fourmis dangereuses et elles sont récoltées de manière éthique. C'est-à-dire que je peux vous donner les endroits où elles ont été récoltées. Je peux vous dire la période, la date, l'endroit, par qui, comment. D'accord, très bien. Et on peut aller constater du coup que sur place, il y a encore de l'activité. C'est ça, il y a des activités, tout ça, il n'y a pas de problème. Et bien, écoute Jimmy, je me suis régalé, franchement. C'était très cool, j'ai adoré. Vous avez également tout le matériel. Alors, on ne va pas forcément tout filmer parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé.
Mais c'était hyper intéressant, vraiment je me suis régalé encore une fois. N'hésitez pas bien évidemment à les retrouver, Planète Fourmi, excusez-moi, à contact notamment planètefourmi@planètefourmi.fr. Moi j'y connais rien honnêtement, mais tu vois, quand on entend quelqu'un comme toi qui en parle, c'est forcément intéressant parce qu'on découvre plein de trucs. Et j'imagine que tu n'es vraiment pas le seul, comme tu disais de ta génération, il y en a plein qui ont été, à mon avis... Le petit pot de confiture avec les fourmis dedans. Ouais, t'as bien la métaphore. Ouais. Et donc du coup, j'imagine que ça peut intéresser encore une fois plein de monde. Et honnêtement, ça a de la gueule, c'est quand même plutôt sympa, c'est assez original. Merci beaucoup Jimmy. De rien. C'est moi qui vous remercie, qui te remercie. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu faire du coup aujourd'hui ici sur la bourse? Je viens pour regarder les animaux parce que mon fils est vétérinaire et il s'occupe de ce genre d'animaux du coup? Oui, reptiles. D'accord, oui. Spécialisé reptiles? Oui. Ça m'intéresse. On va aller voir Alberto juste après. Alberto. Alors on va demander à Alberto. Alberto? Bonjour. Est-ce que ça vous dérange de répondre à quelques questions? Non, allez-y. Non? Alberto, il paraît que vous êtes vétérinaire? C'est ça. Spécialisé NAC? Oui, c'est ça, ouais. effectivement. Du coup, espagnol? Oui, aussi. Du coup, vous travaillez où, en France ou en Espagne? Ici, à Cavignac, je travaille. D'accord, ok, très pas bien. Très loin, ouais. D'accord, et donc du coup, ça fait combien de temps que vous êtes là pour exercer ça? Alors, ça fait 4 ans maintenant. Ok, et qu'est-ce que vous venez faire du coup ici à la Reptile Expo? En gros, j'étais curieux, je voulais voir un petit peu la Reptile Expo. Ça faisait un an et demi que je voulais venir, et puis l'année dernière, je ne pouvais pas. Donc cette année-là, j'aimerais bien voir. Ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un vétérinaire spécialisé sur ce genre d'événement. Parce que c'est souvent un peu... on dit souvent que des fois les effectivement. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Alors, quel est l'avis du coup d'un veto personnel là-dessus? Moi, j'aime bien parce que j'aime bien les reptiles et tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, dans l'ensemble, on va dire qu'ils sont bien dans son environnement naturel. Après, il y a certaines espèces que malheureusement, ils sont en danger. Donc c'est aussi une autre façon de les garder, on va dire, de ne pas les perdre, voilà, effectivement, de ne pas exteindre, quoi. Donc je comprends aussi qu'il y a s'ils sont bien faits, je pense que... Et alors après, il y a une question qui fascine beaucoup de visiteurs. Et je vais demander au veto. Oui. Enfin, au vétérinaire. La question qui fascine, souvent les néophytes, les gens qui découvrent les reptiles, sont intrigués par les boîtes. De voir des serpents dans des boîtes, etc. Oui. Sur le temps de la présentation. Oui, après c'est vrai qu'il le tolère plutôt pas mal. Mais que voilà, est-ce qu'on peut avoir l'avis médical, si j'ose dire, disant que le confinement, comme mode de présentation, finalement, c'est pas forcément le... Non, c'est pas une maltraitance, effectivement, tant que ça soit effectivement, à court terme, on va dire. Exactement, bien sûr. Pas longtemps, et puis après, voilà, tant qu'on respecte aussi tout ce que c'est la température idéale, et c'est très important pour le reptile. Bien sûr. Voilà, Est-ce que vous avez une spécialisation, Alberto, en reptile, ou est-ce que c'est vraiment tout reptile? Non, alors par rapport à médecine, par rapport à ce que je préfère, moi. Alors, on va faire les deux. D'abord, par rapport au côté veto. Alors, ce que je vois le plus, c'est des tortues, et je commence à voir pas mal de lézards, mais voilà, c'est surtout les tortues. D'accord. Et après, par rapport aux préférences, j'aime bien les lézards, je vous cache pas. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Alberto. Merci. Bonne bourse. Merci. On est à Reptile Expo, certes, mais ça n'empêche pas de penser aux autres organisateurs de bourses qui font bien les choses. Je suis avec Patrick Molera ici. On essaye. On va commencer par dire qui tu es. Tu es du coup le président de l'association Aquarophilie Terrarophilie de Vichy. Exactement. Et donc l'organisateur et le concepteur de la bourse de Vichy. Exactement. Qui donc se déroulera pour la... Alors, tu m'as dit déjà que pour l'année prochaine. Ça sera la 11e édition et ça sera le 1er de mars. D'accord, ok, très bien. Donc vous savez déjà sur vos agendas quoi réserver. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce qui s'est passé justement à Vichy cette année? Est-ce qu'il y a eu des choses spéciales à noter? Cette année, on fêtait les 10 ans, c'était la 10e édition. Voilà, donc on a voulu trouver des petites nouveautés. Et alors? Donc on a eu les Philippus qui sont arrivés sur le salon, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière.
Après, on avait la planète, la colline aux dinosaures qui sont venus avec les dinosaures, faire de la pédagogie. D'accord, très cool. Parce qu'on essaye d'axer aussi sur la pédagogie. Parce qu'il y a les passionnés qui connaissent, mais il faut attirer aussi par la pédagogie. Et puis ça permet d'attirer tous les publics, les tous enfants. Les publics, montrer aux gens qui font une appréhension sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc leur montrer qu'on n'est pas des fous, qu'on sait ce qu'on fait. Et faire partager notre passion d'abord, avant toute chose. Et le fait de pouvoir manipuler, d'avoir affaire à des professionnels et surtout des gens passionnés, eh bien, on véhicule une belle image de la terrariophilie. Moi, je vais te dire un truc. Depuis que je suis arrivé ici à Mérignac, il y a une bourse dont tout le monde parle. Mais honnêtement, dans la terrariophilie, une bourse dont tout le monde parle, c'est Vichy. Et c'est quand même dingue pour une petite ville, qui n'est pas non plus dans un endroit hyper dynamique de la France, on peut le dire, que Vichy plaise autant. Parce qu'en fait, tout le monde dit « Ah, Vichy, c'est super, il y a une très bonne ambiance familiale, on rencontre l'extraordinaire Richard Dijoux, qu'on embrasse évidemment. Voilà. Mais, un grand coucou à lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment ça se fait, c'est quoi la recette pour que Vichy, ce soit comme ça? La recette, elle est simple. Déjà, on est au centre de la France. Donc, on touche le haut, le bas, les côtés. On est vraiment centré. Et après, c'est une bourse qui a été créée par des passionnés pour des passionnés. À la base, nous, on est une association. On a essayé de faire une bourse à notre image. D'accord. Et c'est pour ça qu'on veut cet aspect familial. On se met aussi à la place des visiteurs. Parce que nous, on a connu des bourses où on était déçus parce qu'il y avait trop de matériel. On s'attache à avoir 60% d'animaux. Histoire que les gens qui viennent voir quelque chose. Voilà, on vient pour des bêtes. Alors il faut du matériel aussi. Il faut d'autres choses comme là, la sérigraphie qui est magnifique et tout. On remercie d'ailleurs le stand de Néorium devant lequel on est. Quelqu'un qui arrive néophyte au salon et qui connaît rien, qui puisse pouvoir avoir une connaissance, qu'on lui amène une connaissance que nous on a par rapport à notre passion. Bien sûr. Qu'on puisse lui faire découvrir. Et s'il veut franchir le pas, qu'il puisse partir, mais dans des bonnes conditions. Et moi, j'attache une grande valeur à choisir mes exposants sur un critère important, refuser une vente si vous ne la sentez pas. C'est le bien-être animal d'abord. Si on sent que la bête, elle va partir dans un foyer qui ne sera pas bien, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour la passion de l'animal d'abord. Moi Patrick, je te remercie de m'avoir accordé du temps. Ça fait depuis que je viens filmer ici qu'on se tourne autour à chaque fois et que j'ai pas le temps ou que toi je te trouve pas ou quoi que ce soit pour pouvoir discuter. Je suis vraiment très content et promis un jour je viens à Vichy. Je sais pas si ce sera l'an prochain. Avec grand plaisir on t'invite. Et le mot de la fin, moi je voudrais remercier, tant que je suis à l'image, remercier tous mes bénévoles sans qui ça pourrait pas se faire. Remercier tous mes exposants qui me suivent depuis 10 ans, maintenant bientôt 11 ans. Et sans les exposants, sans mes bénévoles, eh bien, j'ai beau être le meilleur organisateur du monde, je ne pourrais rien faire. Et remercier aussi les visiteurs qui nous font confiance, et voilà. Merci et des Patrick. gens comme toi. Et merci Patrick. À la prochaine. Plaisir. Vous venez d'arriver, il est tôt le matin, on est dimanche matin malgré tout. Tout à fait. Qu'est-ce que vous venez chercher pour vous lever un dimanche matin en venant à Reptile Expo? Je vous écoute. Alors en fait, je viens suivre mon petit qui avait envie qui aime bien, qui est passionné par les reptiles, les serpents. Alors c'est vraiment une première, donc on vient voir, on vient découvrir. Les serpents du coup plutôt. Les serpents plutôt, on verra après. Alors si je comprends bien, le centre d'intérêt c'est plutôt développé par toi. Comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu... Du coup tu aimes bien les serpents si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des serpents en particulier? Est-ce que tu aimes tous les serpents? Comment ça se passe? Tous. Tous? Mais est-ce que malgré tout il y a des espèces que peut-être qui te plaisent plus que d'autres? Le python royal. Python royal? Je vais te donner une info, tu sais quoi? Il y en a à l'intérieur. Tu vas en voir un paquet. Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu aimerais bien avoir chez toi? Oui, des serpents, oui, mais... on va arriver au sujet qui fâche. Maman et Léonie, elles ont trop peur, donc... D'accord. Bon, écoute, faut négocier après. On est tous passés par là, tu sais. On sait jamais. Peut-être qu'un jour ça pourra marcher. Et puis, en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, bonne découverte. Voilà, je suis donc sur le stand. C'est un retour pour moi ici, un stand donc Crotaphytus Forever avec Jim, qu'on avait déjà vu il y a 2 ans. Tu nous avais présenté déjà certaines espèces que tu avais. Je vois que tu es revenu encore une fois cette année avec autre chose. Et Jim, quand il vous parle, il y a la passion du Crotaphytus et moi, ça me fascine. Je vais vous le dire honnêtement. Donc là, tu es venu avec quoi? Cette année,
comme je l'avais promis, mais bon, c'est pas moi qui décide, malheureusement, c'est toujours Mère Nature. Et puis bon, il y a eu quand même quelques petits déboires cette année avec l'incubation, sachant que j'ai eu quand même 10 beaux œufs de Crotaphytus colaris melanoma-maculatus, donc le seul représentant des colaris au Mexique, puisque tous les autres colaris sont américains. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir 2 sauvés. Si le mâle veut prendre la femelle et si la femelle veut pondre, après... T'es tributaire de ça. Voilà. Moi, je suis tributaire. Après, c'est à moi de faire l'explorateur dans le terrarium pour trouver les œufs. Donc, tu nous as dit donc Crotaphytus. Crotaphytus colaris, colaris melanoma-maculatus. Melanoma-maculatus. Donc, du coup, c'est-à-dire, j'imagine, c'est les taches de noir, c'est un petit peu, non? C'est ça? Mélano, ça va être le noir. Ben, voilà, c'est parce qu'ils ont une particularité. Bon, je vais faire des gros plans après. Je vais prendre l'autre parce que... Vas-y. En fonction des individus, il y en a qui peuvent être plus ou moins marqués. Donc voici une petite femelle. Bon, ça j'avais déjà expliqué le sexage, il me semble, hein, mais pour ceux qui auraient loupé cette information, le sexage se fait toujours en dessous de la queue, de chaque côté du cloaque. Si on voit les 2 petits points noirs, quand la femelle veut bien, on voit bien les 2 spots noirs de chaque côté du cloaque. Voilà. Et donc ça, du coup... Et donc ça signifie que c'est une femelle. Les mâles l'ont pas. Ok. Alors après, comme je disais tout à l'heure, suivant le marquage de l'animal, ça peut être moins visible. Comme celle-ci, elle est très très bien marquée au niveau des spots, de ces spots noirs. C'est la particularité du melanoma-maculatus, c'est d'avoir des spots noirs. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci. Par contre, la deuxième que je vais vous sortir, déjà, elle est un petit peu plus claire. On va dire que celle-ci tient du papa, parce que le papa est plutôt gris foncé avec des reflets verts sur les pattes. Bon, là, on le voit moins parce qu'ils n'ont pas les lampes adéquates. Mais quand on met les bonnes lampes, la bonne luminosité, on voit bien. Et si on passe dehors, c'est pire, parce que les couleurs sont très flashy, hein. Alors sur la deuxième, qui est là, du moins je dis la deuxième, mais ça peut être le deuxième. Oui, tout à fait. Mais bon, d'accord, tu sais pas vraiment. Je suis à approximativement à 75% sûr que c'est une femelle. Donc on voit que le marquage est quand même moins important. En plus celle-ci, alors elle a une légère tare, elle est née comme ça. Donc ça malheureusement, je ne peux pas le prévoir non plus. C'est même la première fois que ça m'arrive. Elle a une légère scoliose. Elle a une légère scoliose au niveau de la colonne. Bon, ça l'empêche pas de vivre. Elle est très speed, même plus speed que l'autre. Elle saute partout, elle mange bien. Tout à l'heure, ils ont même mangé 2 beaux criquets. Donc j'ai même été surpris. Et donc sur celle-ci, si on le prend, je vais essayer de ne pas lui faire du mal. Donc je vais la prendre comme je prends les autres. On peut observer, on distingue quand même 2 taches noires, mais c'est vraiment léger. Et je pense que c'est du fait que son marquage ne soit pas aussi imposant que sur l'autre. Bon après, au niveau morphologie, ça reste toujours comme les autres types de Crotaphytus. C'est des animaux qui vont faire à peu près entre 25 et 30 cm à l'âge adulte. Là, ce sont des spécimens qui ont 3 mois, juste 3 mois, pile poil 3 mois. Parce que du coup, tous tes spécimens là que tu as, toi, c'est des spécimens qu'on peut retrouver tels quels en nature, finalement. Oui. Comment ça se passe en Europe? Parce qu'en France, aujourd'hui, moi, niveau Crotaphytus, je vais pas te mentir. Il n'y a que Jim. En Europe, on va dire qu'il y a des éleveurs de Crotaphytus qui sont quand même répertoriés par les différents groupes américains, surtout un groupe américain sur Facebook. Et on va dire que c'est un peu eux qui nous donnent l'image des éleveurs, on va dire, sérieux. Il y en a en Hollande, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie. En Espagne, à ma connaissance, j'en ai pas à l'heure actuelle, en Espagne. Et alors du coup, pour obtenir juste les animaux et également, par contre, en République tchèque. Et Pologne. Donc Europe de l'Est un peu plus. Oui. Ouais. Donc ça monte quand même jusqu'à la Pologne. Hein. Okay. Après, il y en a quelques-uns aussi
sur les pays anglo-saxons et après outre-Atlantique, bon, aux États-Unis et même Canada. On a un peu moins de facilité d'avoir des sujets imports des États-Unis par rapport aux lois qui ont changé. La législation est tout le temps en train de changer, aussi bien chez nous en France comme dans les autres pays. Hein. Il y a même certains pays où Mexique, c'est même pas la peine, hein, et ils ne veulent pas faire sortir leurs spécimens. À l'époque où on les a eus, nous, bon, il y avait encore cette facilité, mais ça a changé. Et du coup, c'est-à-dire que tu échanges avec les autres éleveurs européens? Voilà, tout à fait. Donc si on veut, moi je reste toujours dans l'éthique, c'est-à-dire que si je veux avoir des sujets non consanguins, je suis obligé de me fournir auprès d'autres éleveurs, soit en les achetant ou soit en faisant des échanges avec les spécimens que moi j'ai. Bon, ça m'est déjà arrivé de le faire avec un ami polonais, avec un ami italien aussi. Et puis ça fonctionne. Bon, c'est un petit peu le but. On va dire, si on veut éviter d'avoir toute cette consanguinité qu'il y a à l'heure actuelle dans les autres espèces animales, aussi bien, pas uniquement chez les reptiles, même chez les chiens, les chats, les oiseaux. Il y a trop de consanguinité. Oui, il y a trop de consanguinité et ça tue un petit peu l'espèce. C'est toujours important de répéter, attention aux hybridations, il faut toujours aussi qu'on ait l'intérêt de garder comme ça ces espèces telles qu'on les trouve en nature, s'émerveiller finalement chez nous de ce qu'on pourrait trouver là-bas, ça fait voyager sans avoir tellement finalement à bouger de chez soi, observer les merveilles d'ailleurs. En plus, ce qu'il y a de bien dans le Crotaphytus, c'est qu'il y a une... Voilà. Ça, c'est l'aire de répartition du Crotaphytus, donc c'est très vaste. Et ensuite, donc c'est très vaste, donc qui dit très vaste, dit une énorme diversité. Et des coloris, et ce sont des couleurs naturelles, non transformées, sans mutation, sans croisement. Bon, après, ça peut se faire éventuellement, mais en croisement... on va dire naturel. Mais je n'y crois pas trop parce que ce sont des animaux qui sont quand même assez territoriaux. Et quand on voit la beauté des sujets naturels, on n'a rien à apporter en tant qu'humain. Oui, tout à fait. Par des mutations en fait. Il y a juste à admirer quoi. Bon, ça en fait déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque où le Crotaphytus a été introduit en Europe, et en France dans les années 80, je crois, 80 ou 90, il n'y avait pas autant de diversité qu'il y a à l'heure actuelle. Quand moi j'ai commencé, pareil, j'ai commencé avec du classique, j'ai commencé également avec du Colaris Wichita parce qu'on en trouvait. Il y avait quelques petites difficultés à trouver de l'Oriceps, mais maintenant on en trouve partout. On en trouve partout parce que les éleveurs se sont comment dire... responsabilisés un petit peu. Oui, ils se sont responsabilisés. Et puis bon... mais en France, ça n'a pas encore fait tilt. Mais c'est grâce à toi que ça va venir. Mais tout doucement, j'y arriverai à faire de la pédagogie. Comme je dis à chaque fois, je viens en exposition. En avant-première, c'est toujours la pédagogie, expliquer ce que c'est comme reptile. Parce que beaucoup de personnes, à chaque fois, passent devant, nous disent des pogonas, des geckos. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est un animal qui mérite d'être connu, mais... Jim, moi je te remercie. Jim, il faut à tout prix qu'on se voit, je le répète, je le dis là devant la caméra, il faut à tout prix, derrière la caméra, mais il faut à tout prix qu'on se voit pour que tu me parles de ça. Voilà. On le fera. Et comme ça, au moins, c'est vrai que ça pourra permettre... On aura un fichier de base, tu vois. Voilà, ça sera peut-être plus une opportunité de façon à faire connaître les différentes espèces que moi je possède. Exactement. Bon, pas parce que je ne les possède pas toutes, puis je ne veux pas toutes les posséder parce que je connais certaines espèces où j'ai un doute sur la consanguinité, mais celles où je suis sûr de la non-consanguinité, celles-ci, je les... Allez, je me retrouve du coup avec Owen. Comme promis, on avait dit, souvenez-vous, que à la fin
de Reptile Expo. On viendrait te revoir. On avait vu que tu devais monter ton stand de pédagogie. On voit que derrière nous, ça y est évidemment, ça a été fait. Il y a plein de trucs proposés, plein de petites activités pour les plus petits comme les plus grands pour découvrir tout le mystère de la terrariophilie et de ce qui l'entoure. Owen, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ton stand et de ce que ça a pu donner du coup? Bon, déjà très fatigant. Ouais. Mais par la suite, oui, ça a bien marché cette année, un peu plus que l'année dernière. D'accord. Beaucoup de jeux un peu plus sur la théorie, sur la pratique, comme par exemple ce genre de petites. Bon, je pense qu'on les améliorera sur l'année. Hein, c'est des prototypes. Hein. Mais les systèmes d'aimant, donc là, t'as un avec petit aimant, voilà, c'est ça. Petite reconnaissance d'espèces, ouais. Voilà, avec juste donc du coup là, on voit voilà. Pouvoir transformer, ouais, du coup, passer le côté pédagogique en jeu. Je vois juste que tu avais aussi des panneaux, que tu as aussi. Oui, alors ça c'est pour l'assaut du coup, comme le stand est pour l'assaut. Ouais. C'est le côté pédagogique de l'assaut pour attirer un peu plus de jeunes publics. Impeccable. La boîte mystère, on met les mains, j'imagine. Oui. Et on découvre des choses. Ah, je sens quelque chose qui me rappelle une mue. Oui, alors voilà. Comment ça s'appelle? Une exuvie. Exactement. Ah, tu m'as sondé, hein. Oui. Et résultat, j'ai répondu. Donc du coup, voilà, une exuvie, n'est-ce pas? Et donc, et d'autres choses évidemment dans la boîte mystère. Donc on met les mains et on retrouve. Ah, et puis je vois que tu as un joli modèle. Oui, d'une espèce que j'ai à la maison. D'accord, ok. Et c'est quoi du coup, l'indiscrétion? Pantherophis obsoletus. Parfait, impeccable. Enfin, on voit sur le côté là, il y avait pas mal d'œufs. C'est ça. Pas mal d'œufs, un petit cobra du coup en mousse, en plastique, ouais. Voilà. Des petits décors j'imagine pour les terrariums, etc. Et un quiz, c'est ça, niveau facile, intermédiaire, expert? C'est ça. Très bien, très bien. Et bien écoutez, on va vous faire des gros plans de ça. Owen, en tout cas, moi je te remercie pour toutes les générations, et peut-être grâce à toi, parce que moi tu sais, aujourd'hui j'ai filmé la jeune génération entre guillemets. Il y en a plein qui étaient avec des yeux écarquillés, en train de se dire qu'est-ce qu'on va découvrir à l'entrée, tu vois, un peu plus dans la bourse et compagnie. Et bien peut-être qu'ils sont venus grâce à toi, de futurs terriophiles, et que quelque part on les retrouvera à Reptile Expo. C'est le but dans du 10 ans. stand. Merci Owen. Merci à toi. J'avais l'immense bonheur de retrouver Nicolas avant le début de la bourse. C'est un immense bonheur également de te retrouver en fin de bourse. Tout le monde range derrière nous. Ouais. Pour l'Atso, c'est pas encore terminé parce qu'on rappelle que si tout le monde range là, il va falloir accompagner justement ce rangement, etc. Oui. Les tables elles sont encore debout, les chaises elles sont pas encore rangées, il y a encore pas mal de boulot, nettoyer la salle et ce soir rendre les clés. Il faut que tout ça disparaisse. Ça c'est pour tout à l'heure, ça viendra bien assez tôt. Exactement. On va faire un petit bilan bourse à chaud. Okay. D'accord. Là vraiment, encore une fois, c'est pas encore terminé, mais malgré tout, l'édition 2024 de Reptile Expo, d'un point de vue déjà visiteur, est-ce que tu as une idée de ce que ça a donné? Eh bien alors j'étais pas au caisse et j'ai pas suivi attentivement les chiffres. Je sais qu'on a dépassé déjà les 2000 visiteurs cet après-midi. Sur la totalité du week-end, il va falloir qu'on fasse les comptes. Pour l'instant c'est un peu trop tôt. Il faut additionner adultes, enfants, pas ce week-end. Pour l'instant les stats. Bien sûr. C'est encore trop chaud. Ouais, parce qu'il y a les entrées, puis quel type d'entrée, bien sûr. C'est ça. Et ensuite de ça, malgré tout, le ressenti global, quand vous discutez entre vous, qui avez l'habitude de voir justement Reptile Expo? Eh ben, je pense que du côté strictement visiteur, ils ont été satisfaits. Il n'y a pas eu une attente monstrueuse, ça a bien débité à l'entrée. Samedi, toujours beaucoup plus de monde que le dimanche, c'est normal. C'est les personnes les plus passionnées, les acheteurs les plus hardcore qui viennent aussi faire des courses le samedi. Dimanche, toujours un peu plus calme, des familles, des visites, des touristes, entre guillemets, davantage. Mais bon. Il y a des gens qui sont revenus aussi. C'est des gens, le premier jour, en fait, ils viennent faire leur shopping et le deuxième jour, ils reviennent pour quelque part. Des fois un complément alimentaire, terrarium. Et puis les deuxièmes jours, c'est souvent un peu plus braderie. Des fois, on peut avoir des prix plus intéressants parce que certains exposants ne veulent pas rentrer avec du matériel. Donc il y a moyen de trouver des prix plus intéressants. Après, c'est le risque. Il y a des choses qui ont été vendues, on ne trouvera pas forcément son bonheur. Exactement. Mais des fois, on peut tomber sur la prise de risque. Voilà. Nico, on va mettre les pieds dans le plat. Cette année, il y a eu un événement qui n'était pas prévu quand on s'est croisés au début de la bourse. Qui ne faisait pas partie de l'organisation nécessairement. On avait parlé, les trucs organisés là-dessous, tout ça, voilà. C'était pas dedans. Non. Dis-nous tout. Eh ben, cette année, on a eu la bonne surprise de voir la police de l'environnement qui nous a rendu une petite visite. C'est quelque chose qui est fréquent dans les bourses, dans tout ça. C'était pas prévu, forcément. Sur les 9 éditions qu'on a eues, je crois que c'était la toute première. Après, c'est des gens qui bien souvent viennent en civil, qui ne se font pas connaître et qui regardent ce qui se passe, les transactions, les animaux qui rentrent, qui sortent. Voilà, quoi dire que cette année on a été surpris de voir peut-être autant de monde arriver et ça fait partie du jeu.
y a beaucoup d'animaux ici. C'est normal que Il y a ça des fasse contrôles l'objet d'inspection. c'est ça, exactement, tout à fait. Mais on sait que tout ce qui est animalier, de toute façon, fait partie des trafics en France et à l'échelle de l'Europe. On parle souvent de la drogue, les armes, mais le trafic animalier existe et on est obligé de avoir affaire à des contrôles, des inspections. Et pas que nous au sein de la bourse. Je sais que les gens sont aussi observés à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, vérification des papiers, est-ce que tout est bien sorti en règle? Et c'est le boulot de ces gens-là de vérifier. Et d'ailleurs, on peut préciser qu'en amont de la bourse, cette année j'étais exposant, j'ai reçu les informations comme tout le monde, disant qu'on était susceptible évidemment d'avoir ce genre de visite et qu'il fallait par conséquent prévoir son registre, etc. Les choses normales, légales en fait, qui sont à l'heure actuelle la loi et la législation en termes de tériophilie et de bourse notamment. Mais voilà, et donc du coup, ça a été le petit événement malgré tout de ce qui nous a marqué. On le dit de toute façon à tous les exposants que vous êtes responsable des animaux que vous avez sur la table. Donc à tout moment, il faut être en mesure de justifier leur origine, si vous en êtes bien le proprio, et au moment de le céder, de pouvoir donner tous ces papiers avec. Alors pour un animal qui est sous annexe, c'est très rapidement l'attestation de cession, mais aussi l'IFAP, l'attestation de marquage, pour présenter un registre. Bien sûr. Parce que depuis l'arrêté du 8 octobre, normalement tout possesseur de reptiles ou d'amphibiens doit avoir un registre de démarrage chez soi. Et aujourd'hui, autant les CAPA sont très bien au courant, autant les particuliers ne le font pas forcément. Et c'est un truc qui est à faire. On avait vu ensemble au début de la bourse différents stands menés par l'ATSO. C'est ça. Est-ce qu'il y a un bilan qui est à retirer de tout ça? Est-ce que la pédagogie... J'ai vu Owen qui m'a dit qu'on est repassé au stand de pédagogie pure. Qui a vu l'air d'avoir du succès. Exactement. Les enfants passaient beaucoup de temps à jouer à ces petits jeux, retrouver telle espèce, retrouver... Tu sais ce qu'il y avait dans la boîte mystère? Et non, je crois qu'ils tournaient les objets à l'intérieur, tu mettais les mains mais tu ne savais pas forcément ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y avait comme potentialité d'avoir comme objet? Non, j'ai pas eu le temps d'aller y jouer, désolé. Toi, tu as participé? Alors j'ai participé. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte mystère? J'ai pris un objet devant moi. Okay. Et je me suis fait reprendre, figure-toi. C'était pas le bon? Ah si, mais c'était une mue, j'ai dit une mue, il dit ah non, c'est une exuvie. Ce qui est vrai. Je me suis fait clasher. Qui me rappelle une mue. Oui, alors comment ça s'appelle? Une exuvie. Exactement. Ah, tu m'as sondé, hein. Oui. Les résultats... Oui, on reprend dans les autres stands, les autres le Varanus points forts. Exanthematicus. Eh ben, je pense qu'il a eu du succès à l'entrée parce qu'il y a du monde quand même. Il était juste après les caisses. Donc les gens qui rentrent dans l'exposition, c'est le premier animal normalement qu'ils vont voir. Je pense qu'il a eu du succès. Malheureusement, il n'a pas été ultra actif et il a passé beaucoup de temps à dormir à l'entrée de sa cachette. Mais c'est l'animal qui choisit. C'est ça. Voilà. On l'a pas poussé à se montrer plus. Il n'avait pas envie, et ça fait partie du jeu. Vous ensuite au niveau de l'accueil, etc., ATSO ATSO, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des infos sur tel ou tel animal. J'ai envie d'acquérir ça, qu'est-ce que je dois préparer, c'est quoi la législation qui l'entoure, qu'est-ce que ça mange, quels paramètres je dois préparer, donc ça c'est cool. C'est peut-être pas forcément à nous d'y répondre, mais davantage aux éleveurs qui vont proposer les animaux. Mais nous, ils viennent souvent nous voir en amont. J'ai un projet, je pense à ça. Quel animal me correspondrait le plus et qu'est-ce qu'il y a comme paramètres d'élevage pour démarrer là-dedans. Donc on y répond avec plaisir et dans la limite de nos connaissances, forcément, on n'est pas expert dans tous les reptiles existants. Des adhésions, des gens qui ont trouvé que l'association était intéressante, qui comptent venir nous revoir aux réunions trimestrielles qu'on fait à Mérignac. Écoute, c'est excellent tout ça, j'ai envie de te dire. Des bonnes nouvelles. Ouais, tout à fait. Des nouveaux gens qui rentrent dans l'aventure, tu vois. C'est ça. Peut-être des futurs bénévoles pour l'année prochaine, peut-être, voilà. Il en faut. Exactement. Je suis dans la salle qui se vide beaucoup maintenant, puisque Reptile Expo a fermé ses portes, ça y est. Et donc tout se range, tout le matériel. Voilà, évidemment, et on s'apprête à bientôt pouvoir rendre la salle. Alors le travail de l'ATSO, lui, il n'est pas encore terminé, puisque en fait toute l'équipe va désormais devoir ranger les tables, ranger les chaises, et rendre la salle évidemment comme ils l'ont trouvé. Donc, il y a encore énormément de boulot en perspective. Et si jamais tous les exposants maintenant commencent à avoir rangé un peu le matos, eh bien c'est loin d'être le cas. Et bien, pour toute l'équipe, et elle continue encore pendant plusieurs heures son travail de sape afin de finir l'édition 2024 en beauté. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire quelques petites images de ce qui reste, mais plus grand chose. Et voilà.
notamment passé voir. Il reste encore quelques petits trucs du côté de Terrario Center. Et on a vu le stand tout à l'heure qui était monté. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà. Il reste plus que des boîtes, des caisses. Et les restes du stand, c'est que ça. Le stand de Terrario Center. Et on a un secrétaire. Voilà. Je vais demander maintenant l'avis perso du thériophile, ok? Excepté un stand, tu vois, avec des tables d'office rares en vente qui étaient de l'avis général complètement extraordinaire. Que j'ai pas eu le temps de beaucoup voir parce qu'ils sont rapidement partis. Il paraît. Est-ce qu'il y a cette année un truc qui t'a plu? Tu vois, un petit truc qui soit une idée, tu te dis tiens pour l'année prochaine, pour les prochaines éditions, peut-être que ça peut inspirer, ou alors au contraire un truc juste qui t'a plu, une anecdote qui t'aura bien plu, un truc comme ça que tu ressors. Ben, qui m'a plu, peut-être une satisfaction globale de l'expo dans le sens où l'année dernière on avait eu un retour en nous disant quand même qu'on avait beaucoup de matériel, que ça prenait une part importante autant visuellement que quand on regardait en détail sur les stands. Donc ça comprend autant alimentation que matériel, que décor, tout ça. On a essayé d'ajuster pour que les visiteurs y trouvent plus leur compte parce que quand on vient ici, ok, ils veulent acheter du matériel, de l'alimentation, etc. Mais les animaux, c'est quand même une très grande part. Bien sûr. Animaux que potentiellement ils peuvent acheter, mais aussi le côté pédago, démonstration, présenter des espèces, donner la parole à des parcs animaliers, à des organismes de formation. Et ça c'est chouette parce que la Terrario c'est pas juste mon animal à la maison et celui que je vais acheter demain dans une exposition, c'est tout ce qui gravite aussi autour. Bien sûr. Écoute, moi comme mot de la fin, je vais te remercier toi. Mais tu vas remercier tout le monde de ma part. Bien sûr. Toute l'équipe. J'ai été très bien accueilli ici. Franchement, c'était un bonheur qu'être dessus. Je suis ravi d'avoir pu faire ça. Tu vois, que vous m'ayez ouvert les portes de tout. Et j'espère juste une chose, c'est que si l'an prochain, vous voulez encore un peu près de moi, mais je serai ravi en tout cas de pouvoir être des vôtres. On va étudier la question. Ça va être compliqué, j'imagine. On va négocier ça. Et écoute, Nicolas, encore merci pour tout. Merci à Lazzo. Et puis, écoutez, de mon côté, en tout cas, c'est un grand truc positif. Eh ben, écoute, plaisir partagé. À l'année prochaine. Allez, je suis crevé cette fois-ci. On arrête la vidéo. On coupe. Ciao. Ciao.